Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous allons parler un peu de cinéma avec une équipe réduite à sa plus simple expression moi-même, puisqu'avec le froid, il y a eu pas mal d'angines et pas mal de dégâts. Je voudrais commencer par parler d'un peu de télévision. C'est assez rare ici, mais parce que le cinéma, c'est aussi, il y a des films qui sont faits pour la télévision. Vous avez peut-être vu sur Arte un documentaire qui était très intéressant, puisque nous fêtons le 100e anniversaire de la Grande Guerre 14-18, cette espèce d'holocauste, on peut dire, de l'Europe, de ce suicide de l'Europe. Et ce documentaire était intéressant, puisque c'était la période de Verdun, et surtout le fort de Vaux qui a été pris par les Allemands après des jours et des jours de lutte effroyable. Alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'effectivement, il y avait une partie qui était reconstituée, qui était pas mal faite, mais il y avait aussi beaucoup d'archives, et beaucoup d'archives où l'on voyait des choses absolument atroces en même temps, mais des images de guerre terribles. Et je pense que c'est intéressant de voir ça pour se rappeler ce qu'a été 14-18. Et à propos de ça, justement, il y a un film qui sort, en tout cas qui sort en 2 parties, qui sort uniquement dans un cinéma, qui est le cinéma Le Saint-Michel, qui est en bas du Boulmiche, et qui s'intitule Le Rouge et le Gris. Pourquoi Le Rouge et le Gris? Parce que Le Rouge et le Gris était en fait le titre du livre qu'avait fait Herz-Jünger et qui ensuite a été modifié et s'est appelé Orage d'acier. Herz-Jünger, vous le connaissez, c'était un combattant issu de la noblesse allemande, un combattant de la guerre de 14-18, qui a écrit ce livre Orage d'acier, qui est un des plus beaux livres sur la guerre. C'est une chronologie de toutes ces notes qu'il prenait quand il était dans les tranchées, dans la guerre. Et là, donc, ça a été fait avec, en même temps, toutes les photos qu'ils ont pu récupérer d'Allemands, et Dieu sait s'il y en a, puisqu'en fait, il y avait un Allemand sur 5 qui avait un appareil photo. Donc vous avez Le Rouge et le Gris numéro 1 et Le Rouge et le Gris numéro 2, c'est-à-dire vous avez 2 épisodes qui sont d'1 heure et demie, 2 heures, qui sont vraiment à voir, parce que vous avez toute une série de photos, les unes après les autres, qui sont prises, aussi bien des soldats dans leur cantine, de la vie des soldats, du front, etc. Et vous avez la voix off qui vous cite effectivement des extraits d'Orage d'acier. Ça, c'est vraiment quelque chose à voir. Et du coup, comme c'est ce centenaire, ressort le film de Dalton Trumbo qui s'appelait Johnny s'en va en guerre. Johnny s'en va en guerre, c'est l'histoire d'un combattant de la guerre de 14-18 qui revient quasiment paralysé, sans jambes, etc. Un petit peu comme avait fait Oliver Stone avec son film 14 juillet. Donc voilà, pour la Grande Guerre, c'est terminé, mais vous avez quand même un certain choix et je vous recommande vraiment fortement ce Rouge et le Gris. D'autres films, on l'appelait Roda. Ça, c'est un film qui a été fait par Silvera Charlotte, qui est une réalisatrice qui a fait une douzaine de longs métrages, qui sont peu connus et qui sont en général toujours sur des sujets très orientés à gauche. Donc Roda, c'est en fait Roda Gilles, qui est mort il y a quelques années. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup, qui a énormément écrit pour quasiment tous les chanteurs français. Il a beaucoup écrit pour Johnny Hallyday, il a beaucoup écrit pour Julien Clerc, il a écrit pour Vanessa Paradis, Joe le Taxi, c'est lui. Il a écrit aussi pour Mort Schumann, Il pleut sur le lac Majeur, c'est lui aussi, Roda Gilles. Alors, dans le film, vous avez quelques extraits, effectivement, d'interviews qui sont pas très intéressants. Vous avez quelques extraits de gens qui chantent ces paroles, mais c'est un peu court. Et vous avez surtout
Rhode Agile qui raconte un petit peu sa vie. C'est quelqu'un qui est parti de l'Espagne après la guerre civile. Il est carrément très à gauche, effectivement. Donc c'est un petit peu trop politisé. Finalement, c'est un documentaire qui est très décevant. Alors par contre, First Man, ça pour moi, c'est sûrement le film de l'année. L'année n'est pas écoulée, mais c'est le film de l'année de Damien Chazelle, qui avait fait donc La La Land, qui était comme film que vous avez dû voir, qui était un film sentimental et en même temps comédie musicale, dont la critique en général a été bonne et le succès a été aussi très bon. Et là, il nous donne de 61 à 69 les différentes étapes d'un homme qui va sur la Lune, c'est Neil Armstrong, et que l'on a après les missions Gemini. Alors on voit bien effectivement les missions Gemini, c'est-à-dire aussi les ratages, ceux qui explosent et qui brûlent dans les fusées. Et ce film est remarquablement fait. Pourquoi? D'abord, Chazelle montre que c'est vraiment un metteur en scène absolument remarquable, et il nous montre aussi différentes facettes, c'est-à-dire il n'y a pas que la technique. Alors on voit la technique, on voit les préparatifs, on voit ces gens-là qui sont dans les fusées, qui travaillent, et puis on les voit chez eux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le voit chez lui, en famille. Là, ils l'ont mis un petit peu taiseux, un petit peu renfermé sur lui-même, parce qu'il a une obsession, c'est d'être pris pour aller sur la Lune, et être le premier homme sur la Lune, ce qui va se passer effectivement. Mais en même temps, chez lui, il est mal à l'aise parce qu'il est renfermé, il est un peu introverti. Sa femme, évidemment, s'inquiète terriblement parce qu'on ne l'a pas tellement dit, mais aussi bien du côté des Russes avant que du côté des Américains, il y a eu énormément de morts dans des fusées qui ont explosé. Donc ces deux aspects, ils passent de l'un à l'autre avec beaucoup de virtuosité et avec beaucoup de brio. Et vraiment, évidemment, l'interprétation, c'est avec Ryan Gosling, qui est remarquable, et cet acteur canadien, et avec Claire Foy. Donc ça, c'est à recommander comme film, c'est pour tout public, et c'est vraiment un très beau film. On a la technicité, on a l'émotion, on a la virtuosité du réalisateur, il n'y a rien à dire. Un autre film un petit peu différent, c'est celui de Lars von Trier, The House That Jack Built. Alors ça, c'est un peu spécial, c'est difficile de le recommander parce que c'est un film de quelqu'un qui est quand même connu pour être un provocateur. Il avait été connu à Cannes il y a déjà quelques décades quand il avait sorti son premier film Elements of Crime. Là, le sujet est quand même un petit peu spécial. Alors nous retrouvons dans le film évidemment Uma Thurman, qu'il aime bien, Bruno Gans et puis Matt Dillon. C'est l'histoire d'un serial killer. Il se met dans la peau d'un serial killer, tout au moins dans la tête d'un serial killer, qui fait 5 meurtres de femmes, et il appelle ça 5 incidents. Donc au début, il nous parle un petit peu de lui, ce qu'il est, etc. Et puis ensuite, il traite les incidents les uns après les autres. Effectivement, c'est une débauche d'hémoglobine. Dans certains cas, on voit des scènes avec des enfants qui sont tués au fusil à lunettes. D'ailleurs, on peut s'étonner que ce ne soit pas interdit au moins de 12 ans, ou même peut-être un peu plus. Mais c'est un génie quand même, et en même temps, c'est un provocateur. On sait qu'à Cannes, il y a déjà plusieurs années, il avait dit « I am a Nazi », je suis un nazi, donc il avait été viré avec perte et fracas de Cannes. Là, il est revenu avec ce film-là, il a été très applaudi, puis ensuite, après la projection du film, les gens se sont demandé s'il fallait applaudir ou pas, parce qu'il fait... On ne peut pas dire qu'il fait le panégyrique des nazis, mais enfin, tout d'un coup, il va vous parler des avions, des Stuka, qui étaient les meilleurs bombardiers. Ensuite, il va vous parler de la belle architecture de von Speer, qui est une belle architecture, effectivement. Bon, heureusement qu'il a de l'autre côté un pendant qui est un petit peu, si on veut, sa conscience, peut-être, incarné par un vieil homme, qui fait le contre-champ ou le contrepoint de ce qu'il dit. En tout cas, c'est un film très curieux, très difficile à suivre peut-être, mais en même temps un film génial parce que vous avez des scènes absolument extraordinaires, la mise en scène est brillante. Alors il parle beaucoup de lui, à un moment entre chaque incident vous le voyez qui tient des pancartes sur lesquelles il y a marqué égotiste, fou, etc. C'est-à-dire tous les reproches qu'on lui fait, donc il se met en scène. C'est un petit peu aussi, il parle de lui dans ce film. Alors il nous parle aussi de l'art,
L'art, le crime pour lui est un art. Et l'art aussi, c'est quelque chose de pourri. La pourriture, c'est de l'art aussi. Donc, vous avez tout un côté sur l'architecture, parce que manifestement, il est passionné sur l'architecture. Vous avez ce côté aussi, alors il vous montre que la pourriture, ça peut être de l'art aussi. Alors, il fait une petite digression sur la pourriture noble dans les vignes. Vous voyez, ça part de tous les côtés. Mais vous avez des scènes qui sont extraordinaires. Et à la fin, naturellement, le méchant est puni, j'allais dire, puisque cette espèce de monstre psychotique qui tue des femmes d'une façon assez épouvantable, en découpant un moment un sein. Donc ça, c'est pas à mettre entre toutes les mains, ça c'est sûr, et devant tous les yeux. Et à la fin, eh ben, il y a une scène qui est très très belle, d'ailleurs, une séquence qui est très très belle, où il descend aux enfers. On a l'impression d'un visionnage de l'enfer de Dante, et on le voit avec toutes ces couleurs rouges, etc., qui finalement disparaît, tombe dans le gouffre de l'enfer. Moi, j'ai trouvé ce film assez extraordinaire à voir, parce que c'est un épiphénomène, c'est un ovni, ce film de Lars von Trier, mais attention, il y a des scènes qui sont quand même insupportables. Cold War, autre film, là tout à fait différent, c'est un film polonais de Paweł Pawlikowski qui parle de la Pologne dans les années 50. Vous avez un musicien qui est sollicité par les instances communistes et on lui dit de rassembler quelques personnes et de remettre à l'honneur la musique folklorique. La musique folklorique pour faire un spectacle naturellement de propagande avec derrière la propagande communiste. Et ce spectacle a lieu donc, et malheureusement donne lieu pendant la première partie du film à un certain nombre de chants ou de danses ou de musique folklorique qui sont un petit peu longues. Mais la suite est beaucoup plus prometteuse, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux d'une chanteuse, d'une très jeune chanteuse de cette troupe, donc ils deviennent amants, et lui veut partir à l'ouest, veut fuir la Pologne communiste, donc il part à l'ouest avec elle, mais elle ne le rejoint pas, elle le rejoint qu'après. Ils vivent donc une idylle pendant une petite dizaine d'années, ou même un petit peu moins, à Paris. Un petit peu déçu quand même par Paris, sur lequel donc c'est bien refait, on voit le Paris des années 50, c'est très bien, les décors sont superbes, on les voit qui vont dans les boîtes de jazz, qui descendent dans les boîtes, qui se baladent sur le bord de la Seine, etc., avec un noir et blanc qui est brillant. Évidemment, ça c'est le côté extraordinaire du noir et blanc, c'est qu'on arrive à avoir des photos aussi bien de jour que de nuit qui sont très belles. Malheureusement, le couple se désunit un petit peu parce qu'elle s'ennuie, parce que lui ne pense qu'à sa musique, manifestement, s'occupe pas trop d'elle. Donc le couple se désunit, elle repart en Pologne, elle va refaire sa vie, elle épouse un Italien, un baron italien, ce qui lui permet de pouvoir ressortir de la Pologne, et ils se retrouvent après à Paris, et ça se termine un petit peu par une happy end, puisque on sent qu'ils vont se remettre ensemble, vraisemblablement, ils se retrouvent avec beaucoup d'émotions. C'est un très beau film quand même, même si dans la première partie, il y a quelques longueurs sur ce folklore. Le jeu de Fred Cavaillé, que j'ai vu aussi, qui est un film avec Grégory Gadebois, excellent acteur, qui est assez peu connu du public, parce que c'est aussi un acteur de théâtre qui est très connu, Vincent Elbaz et Suzanne Clément. Alors là, c'est assez spécial, j'ai moyennement aimé, parce que l'idée est originale, l'idée d'un jeu, c'est une bande de gens, de copains, entre allez, 40 et 60 ans, même un peu plus jeunes, qui se rassemblent pour un dîner, et tout d'un coup, quelqu'un a une idée, parce que les gens sont tous avec leurs portables, et ils disent on met tous les portables au milieu de la table, et puis quand ça sonne, ou quand on reçoit des mails, quand on reçoit des SMS, bah, tout ça, on le met en haut-parleur et tout le monde en profite. Alors évidemment, vous vous doutez bien que ça va poser des tas de problèmes aux couples qui sont là, aux gens qui sont seuls. Pourquoi? Parce qu'on s'apercevoir qu'il y en a un, Gadebois, qui est en fait homosexuel, mais qui fait croire que c'était sa petite amie qui lui téléphonait. Il y a des échanges de téléphones, de mobiles pour essayer de dissimuler les choses. Bon, alors l'idée est intéressante, c'est bien joué, Gadebois est très bon, Vincent Elbaz aussi, les femmes aussi, c'est bien joué, quelquefois un petit peu surjoué, mais surtout cette bande de bobos sont un petit peu quand même irréalistes et
on en met trop dans le film, c'est-à-dire qu'à un moment, ça n'est plus crédible. Donc c'est un petit divertissement, mais qui manque de crédibilité. Voilà, sinon, je pense qu'il y a peut-être 2 films à aller voir. The Fog, qui est une reprise de Carpenter, qui était quand même le maître de l'angoisse, le maître du suspense. C'était son second film. Ça, c'est un film donc qu'on peut aller voir dans les salles filmothèques ou autres du quartier latin. Il y a aussi le film Les camarades de Monicelli, avec un beau casting. Et puis, surtout, s'il se joue encore, je pense, à la filmothèque, La poursuite impitoyable d'Arthur Penn. La poursuite impitoyable d'Arthur Penn, c'était 1 an avant son fameux Bonnie and Clyde. C'est un film, je ne vous dis pas le scénario, il faut aller le voir. Et surtout, vous avez Angie Dickinson, vous avez Jane Fonda, vous avez Robert Redford et vous avez Marlon Brando qui joue le shérif. C'est un film absolument époustouflant, un des plus beaux films d'Arthur Penn et vraiment un très très beau film. Voilà, je crois que ce petit panorama de ce qu'il y a à voir, de ce que j'ai vu, vous est présenté. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique de combat patrimonial, nous avons invité Monsieur Thierry Barnol. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qui mène un combat très difficile contre Hellfest, ce festival de musique d'un genre particulier qui a lieu à Clisson, Ouais. près de chez vous. Et votre association s'appelle Stop Provoque Hellfest. Alors, en quoi consiste une provocation de Hellfest? Si vous voulez, le Hellfest, donc c'est un festival de rock, disons ça, et qui... Mais pas n'importe quel rock. Non, non, pas n'importe quel rock. C'est pas Elvis Presley. Non, non, c'est pas tout à fait. Donc c'est un festival rock et sur lequel vous avez 6 scènes. C'est énorme. Ce qui est énorme. Mais la scène qui nous pose à nous problème, c'est celle qui s'appelle The Temple. Donc, où là, le temple. Le temple, voilà. Où là, si vous voulez, se produit tous les groupes anticatholiques, antichrétiens, satanistes, et qui se revendiquent ouvertement satanistes. Voilà. Donc, si vous voulez, l'association, nous, on l'a créée en 2015. Le Hellfest existe depuis 11 ans maintenant. Donc, avant, c'était aussi, ça s'appelait autrement, mais ça ne s'appelait pas Hellfest. Et depuis que ça s'appelle Hellfest, depuis 3-4 ans, ça a pris un succès absolument colossal. Et donc, si vous voulez... Comme quoi les mouvements satanistes se répandent. Bien sûr, tout à fait. Ce qui est normal. Et donc, sur cette scène-là, si vous voulez, vous avez tout ce qui nous choque, nous, en tant que catholiques. Alors, on n'a rien contre Hellfest en tant que tel, que cette musique-là soit aimée par un certain nombre de personnes, pourquoi pas, c'est pas un problème. Mais nous, ce qui nous choque, c'est ça, c'est cette scène qui est à côté et où se produisent des groupes. Moi, j'ai amené quelques paroles, je vous ai envoyé aussi quelques... Oui. Lisez-nous ces paroles. Alors, déjà, la police s'est conspuée, tuer fuck the police, fuck the police, fuck the police, parce qu'ils ont quand même peu de vocabulaire et peu d'imagination. Je vais vous dire, par exemple, le groupe qui s'appelle Dimmu Borgir, qui s'est produit en 2018, donc auteur notamment de la chanson qui s'appelle Antichrist, alors on a traduit. Oui. Donc, monte sur mon trône, pas le cadavre, mets-toi respectueusement à genoux à mes pieds, accepte mon froid baiser sur ton front, j'ai dégagé le chemin qui mène aux enfers, levez vos épées pour la bataille, hommes fiers, que le massacre commence aujourd'hui, décapitez tous les chrétiens, et vieux et leurs femmes et leurs enfants. Chaque croix que tu trouveras, tu la retourneras, chaque bâtiment portant le nom de Dieu, tu le brûleras, chaque tombe de chrétien, tu la profaneras, Donc nous on dit, pourquoi faire un festival de rock? Ça sert à quoi ça? Oui. On croirait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le phénomène se répand. J'ai lu dernièrement que lors du festival SIDA qui a eu à Paris, on a eu aussi des gens habillés en nonnes. Ça se répand comme une traînée de poudre. Il faut que maintenant, pour qu'un festival marche, il faut le petit caca anti-chrétien, quoi. Oui, nous, on dit, bah non. Et ça se traduit par
des malversations dans les cimetières, du vandalisme, les croix retournées dans les cimetières. Et bien sûr, dans les chapelles et dans les églises. Donc, ce n'est pas innocent. Mais dites-moi, il y a quand même des lois qui interdisent l'incitation à la haine en fonction de la race et de la religion. Alors, tout à fait. Donc nous, donc en 2015, on a créé cette association pour réagir, parce qu'on avait quand même un peu marre, puis personne ne faisait rien. On a dit, nous, on va faire quelque chose. Donc on a engagé la bataille, je dirais, un peu côté juridique. Donc pour embêter, pour leur dire, attendez, ce que vous faites là, c'est quand même pas bien, et ça peut tomber sur le coup de la loi. Ça tombe sur le coup de la loi, oui, mais en matière de musique, c'est de l'art. Donc, quel culot, oui. C'est de l'art. Donc, oui. par exemple, oui, sauf que si un rappeur français disait qu'il faut tuer les musulmans, immédiatement il serait. Là, c'est plus de l'art. Pardon, oui. C'est plus de l'art là. C'est plus de l'art du tout. Non. C'est tout. Ouais. Mais c'est donc on a engagé des. Donc on a 3 actions en justice aujourd'hui, avec le cabinet Jean-Yves Rinaud de Nantes et de Paris aussi qui nous aide beaucoup. Hein. Je tiens à le souligner car il va écouter. 3 actions, donc une action qui était engagée contre les inrecuptibles et puis la production Hellfest, parce qu'ils nous avaient traités de catholiques, bien sûr, intégristes, fascistes. D'une secte, oui, vous êtes une secte. C'est ça, donc on attaque le rock metal, mais on attaque aussi les homos, on attaque, enfin bon, voilà. Donc là... Ce qui n'est pas vrai. Le juge d'instruction alors extraordinaire, c'est que le juge d'instruction avait monté le dossier, impeccable, et le procureur de la République de Rennes vient de dire que le juge d'instruction a mal fait son boulot, que c'est pas recevable. C'est magnifique. C'est un juge qui déjuge un autre juge. Enfin, bref. Voilà. Donc après, en fait, c'est une bataille. Il y a vraiment une bataille au couteau entre les juges qui voient clair et les autres. Hein. Voilà, c'est ça, bien sûr. Ouais. Et puis après, donc une action, justement, comme vous le disiez là, où on a engagé une bataille juridique contre le Hellfest pour incitation à la haine, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, le Hellfest, c'est que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. En plus, donc, alors, ils me disent, là, je vous ai traduit la chanson en français, ils me disent, oui, mais les enfants de 12 ans ne comprennent pas l'anglais, donc c'est pas grave. Vous comprenez, ils peuvent entendre. Alors, on nous dit, il faut arrêter un peu, quoi. C'est pas très sérieux. Oui, là, donc, nous, si vous voulez, la protection de l'enfance ne peut pas supporter ça. Voilà, donc nous, on s'attaque à ça. Et puis, ce qu'on dit également, c'est que, et ce qu'on redit sans arrêt, c'est qu'on n'a rien sur le Hellfest en tant que tel, sur le métal en tant que tel. Oui, chacun vous aimez pas. Chacun écoute la musique. Voilà, sauf que cette musique provoque des gestes. Cette musique a tendance à rendre fou. Il y a sur le terrain du Hellfest des problèmes, des attaques, des risques et des viols. Alors c'est là où, quand nous parlions tout à l'heure, je vous disais qu'on a une petite victoire. C'est que cette année, on est toujours présent sur le Hellfest, d'une manière ou d'une autre, je ne dis pas comment, mais nous sommes toujours présents. Et cette année, sur le Hellfest, ça a été super clean. Ah oui. Rien à dire. Et l'avocat, j'en parlais avec l'avocat, Maître Rio, il m'a dit, je pense que c'est une petite victoire. Cette année, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu trop de viande saoule. On n'a pas vu de la drogue circuler comme vous le voyez à certains moments. Il n'y a pas eu d'agression sexuelle. On n'a pas vu trop de gens déshabillés se promener entièrement nus, etc. Voilà, on n'a pas vu de choses intolérables. Ce qui veut dire que l'action... Ils se savent observer quand même. L'action paye. Je pense. L'action paye. Je pense. Ça, c'est très important. Vous avez en tête de votre... association, une citation de Peggy que j'aime beaucoup. Si vous voulez gagner une victoire... Si vous voulez la victoire sans combattre, je trouve ça que c'est quand même mal élevé. Je trouve que c'est mal élevé, disait Peggy. Donc, si on veut une victoire, il faut combattre. Oui. Et votre exemple est extrêmement important parce qu'il faut que chacun combatte à son créneau. Et nous, c'est ce qu'on dit, c'est combattre là où on est. Là où on est. Parce que par exemple, quand on s'est rencontrés lors de la fête du Pays Réel organisée par Civitas, là où on s'est rencontrés, il y a des jeunes qui étaient à côté de nous, qui sont venus nous voir en disant « Oui, mais vous combattez le Hellfest, cette musique qui est typiquement européenne, blanche, et en faisant ça, vous combattez la race blanche, etc. » Je dis « Mais non les gars, mais
Vous n'y êtes pas, quoi. Non. Alors, ça veut dire quoi, votre discours? Non, moi, je combats ce qui attaque la chrétienté, ce qui attaque notre culture. Alors, vous Le fondement de notre culture. vous n'êtes pas d'une famille particulièrement chrétienne, vous n'avez pas milité dans les rangs chrétiens jeunes, vous n'avez pas été au scoutisme enfant. Bon. Et comment est-ce que quel a été le déclic de ce comportement réactif? Alors, le déclic, c'est quand j'ai arrêté ma vie professionnelle, mais vraiment, je travaillais beaucoup avec ma femme, etc. Oui. On a monté une petite librairie catholique et bon, un peu nationaliste, hein, Oui. en Seine-Saint-Denis. Et donc c'est venu du fait qu'à un moment avec ma femme, on s'est dit c'est plus possible. Je ne sais pas comment expliquer, c'est bête, enfin bon, on sait d'où ça vient. Hein. C'est le bon Dieu qui a ouvert les yeux, quoi. Et, voilà, c'est clair. On a ouvert les yeux un jour, puis c'est pas possible, quoi. Il y a l'immigration, c'est les incivilités. Et la négation de Dieu, tout le temps. C'est la négation de Dieu, etc. On a dit c'est pas possible, donc on s'est remis. Vous avez retrouvé le chemin de l'Église, au départ de l'Église conciliaire, ce qui a été une très grande catastrophe. Et puis à côté de chez nous, il y avait une église de la Fraternité de Saint-Pédis, à Noisy-le-Grand. Et puis là, on est tombé notamment sur l'abbé de Civry, l'abbé Beauvais, avec des gens comme ça. On voit loin. On voit loin et on voit haut. Voilà, donc voilà. Mais vous avez toujours quand même milité, puisque vous m'avez dit en micro que vous étiez devant le château de Versailles quand une certaine association Versailles Mon Amour avait dit stop à l'installation des œuvres contemporaines abscons à l'intérieur du château. Et vous étiez là. Oui. C'est on était là. Bien sûr, avec ma femme. Ce qui prouve que vous ne... On participe, vous voulez combattre. On participait à plusieurs manifestations, etc., mais sans vraiment être engagé dans un mouvement. D'ailleurs, je ne suis pas plus engagé dans un mouvement qu'avant. Non. Mais... il faut combattre là où on est. Il faut combattre là où on est. Ça, c'est très important. C'est la thèse de Stéphanie Bignon sur Terre et Famille. Elle a entièrement raison. Elle a entièrement raison. Et quand on est en province, alors c'est peut-être plus facile qu'en région parisienne, mais il ne faut pas laisser passer des choses comme ça. Alors, vous m'avez dit aussi que vous faites quelque chose pour Noël que je trouve admirable. Vous avez... Voilà, ça vient d'une idée d'un ami de Bourgogne, qui habite un petit village, qui s'appelle Pluvaux, à côté de Dijon. S'il me regarde, je te salue. Et ils avaient fait une magnifique crèche, donc tout en ombre, quoi. Découpé dans du... Donc des silhouettes découpées dans du contreplaqué. Voilà, c'est tout simple à faire. Hein. Et puis derrière, de l'éclairage. De l'éclairage et un fond. Et un fond, oui, un fond. Bleu avec éventuellement des étoiles. Des étoiles, oui. En plus, oui, avec des chants de Noël qui tournent en boucle. Et on met ça, par exemple, sur sa grille. Dans votre jardin, mais face à la rue. Face à la rue, oui. On va faire ça cette année. Et comme ça, vous êtes chez vous. Je suis chez moi. Et donc on ne peut rien vous dire. Et tout le monde voit que Noël, c'est une fête chrétienne. Voilà. Alors que dans nos petits villages, même dans nos petits villages... Mais c'est pas bien ça, vous n'aimez pas les petits lutins qui passent dans le village avec un cerf, les Pères Noël, toutes ces bêtises nordiques, parce qu'en plus de ça, ça n'a rien à voir avec... Tous ces gens qui se réclament des vikings, là. C'est très, très à la mode, ça. Non, j'aime pas du tout. Hein. Restons catholiques. Restons catholiques. Dans la terre des Mauges, c'est encore une terre catholique. Oui. Les Mauges, c'est ce qui est autour de Cholet, c'est catholique. Oui. Voilà. Même si... ils ont payé pour être catholiques. Et ils ont payé, oui, mais d'autant plus, par exemple, qu'on parle du festival de Clisson, qui était la patrie de M. de Lescure. Oui. C'est là, quand même, à Clisson, il y a eu quand même des centaines et des centaines de personnes qui ont été massacrées pour leur foi, quoi. Et on laisse faire des choses comme ça, c'est pas possible. Oui, les victimes se retournent dans leur tombe. Oui, bien sûr. Il faut essayer de combattre. Il faut être à la hauteur de ces... On peut essayer d'être à leur hauteur, mais ça va être difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Clisson, par exemple, c'est un des premiers endroits où ont été brûlés
des Vendéens et où on a extrait la graisse et on a fait de l'huile, quoi. Ah ouais. Ah oui, mais c'est véridique tout ça, c'est pas des bêtises. Comme disait Choisissime, hein, tout vient de la Vendée. Hein. Toutes les horreurs viennent de Vendée. Oui, oui, alors quand on voit ces fous comme ça la Vendée est le modèle. Qui se précipitent d'autant plus que dans ce festival. Il y a une phrase du curé d'Ars que j'aime beaucoup, c'est supprimer une église au centre du village et au bout de 3 ans, les villageois adoreront les bêtes. Et oui, c'est vrai. Et la bête, et ça se voit, on le voit systématiquement. Oui, c'est mathématique. Il y a une autre phrase aussi que j'aime bien, qui dit que moins il y a de prêtres dans les rues et plus il y a de policiers. Hein. Et on voit bien aujourd'hui. Oui. On voit bien aujourd'hui. Il y a même l'armée dans les rues aujourd'hui. C'est incroyable. Enfin, bon. Et il faut mieux un autre uniforme. Vous avez raison. Alors, quelle est la prochaine étape de ce... Alors, la prochaine étape, c'est... C'est en juillet, hein, ce festival. En juin. En juin, oui. En juin, oui, c'est en juin. Donc, déjà, là, ils sont en train d'organiser... le prochain spectacle. Quoi. Donc, nous, on va continuer notre petit chemin, quoi. On va... Avec notre cabinet d'avocats, on travaille sur la plainte contre cette scène qui est pour nous insupportable, quoi. Contre toutes ces paroles qui sont provoquées, qui sont dites, qui sont... Enfin, bon, vous avez un site internet ? Oui. Stop Provoque Hellfest. Voilà. Et vous avez mis toutes ces paroles sur Il y a tout dessus, oui. Ouais. Il y a même un très bel article de Thierry Bouzard, Bouzard, qui explique que la musique n'est pas sans influence. Il ne faut pas croire que la musique, c'est... Bien sûr. La musique a une influence importante. Alors quand on voit des jeunes enfants qui montent sur scène, hein, sur la musique, sur la scène tempo, etc., on dit c'est pas possible, quoi. Faut arrêter. Surtout cette musique qui... Parce qu'ils appellent le dark metal. Vous savez, c'est le dark metal. Oui, ou le viking metal, je sais pas quoi. Mais tout ça a été parfaitement démontré. Il y a un médecin qui s'appelait le docteur Gniem. Je ne sais pas si vous connaissez son livre. Un médecin vietnamien qui fait toutes ses études en France et à son temps perdu, il entraînait des enfants au patinage artistique. Et il s'est rendu compte que tous les enfants qui écoutaient ce genre de musique ne pouvaient plus, avaient des comportements hachés, déséquilibrés, et ne pouvaient plus évoluer sur la glace sur une musique dite mélodieuse, une musique comme on les choisit pour faire du patinage. Et à partir de ce constat, il a fait des recherches extrêmement poussées et il a montré que ces pulsations de musique altéraient considérablement l'esprit des enfants. Je dis par exemple que tout ce qu'on dit là, vous pouvez le retrouver sur notre site, vous avez les photos, les vidéos, etc. Le groupe Ghost, un grand groupe d'inspiration sataniste, ils ont fait à la fin de leur concert, ils font entrer des nonnes avec des enfants qui distribuent des préservatifs. Oui, c'est d'un goût parfait. Avec des enfants. Oui. Bon. Enfin, je sais pas si... Moi, ça me choque, quoi. Hein. Qui ne serait pas là si leurs parents avaient mis des préservatifs. Non, c'est tout ça. Moi, ça me choque et je suis pas tout ça est d'une salacité et totalement sinistre. Et bravo, monsieur. Et je pense qu'il faut vous rejoindre sur votre... Tous les gens qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. Tous les gens, tous ceux de la région. Bien sûr. Bien sûr, vous réclamez des sous. Il faut réclamer. C'est le nerf de la guerre. Pour l'instant, c'est nous qui finançons, mais les frais d'avocat. Alors moi, je ne suis pas sur le principe de dire, puisqu'on est catho, tout est gratuit, etc. Non, l'avocat, il travaille, bien sûr, il faut le payer, c'est normal. Donc, oui. Les actions avancent en fonction de nos rentrées d'argent. De vos rentrées d'argent, voilà, d'accord. Ça pourrait avancer plus vite, si on avait plus de sous. Voilà. Mais ça, c'est comme tout. Allez sur le site Stop Provoque Hellfest. Voilà, vous avez toutes les informations. Et on fait des déductions fiscales. Il n'y a pas de problème. Et faites une crèche dans votre jardin. Et faites une crèche dans votre jardin, partout. C'est magnifique. Ça, c'est une très bonne leçon. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu de Clisson au Kremlin pour nous informer sur ce scandale musical. À très bientôt et tenez-nous au courant de vos prochaines victoires.
Sans faute. qui viendront, il ne faut pas en douter. La Providence veillera. Oui, bien sûr. Chers auditeurs, à très vite.